Mémoire d'aérobuzz. Les hommes des super guppies d'Airbus. Un podcast réalisé par Jérôme Bonnard et Frédéric Marsali. De 1971 à 1997, Airbus a exploité 4 super guppies. Ces très gros porteurs étaient utilisés pour acheminer des éléments d'A320, puis d'A330 et A340 à travers l'Europe. Pendant 26 ans, ces baleines volantes ont été mises en œuvre par une poignée de 24 pilotes, mécaniciens et ingénieurs. Donc j'ai découvert un avion qui était lourd. Patrick Léris, commandant de bord et instructeur sur Super Guppy de 1981 à 1988. Qui était musculairement très demandeur de force, mais qui faisait tout le travail qu'on lui demandait. On comprend que ça ne va pas être gagné d'avant, qu'il va falloir vraiment travailler le truc. C'est au premier virage. Jean-Luc Soulier, pilote de Super Guppy de 1989 à 1997. Parce que tous les pilotes le savent très bien, quand vous commencez à faire un virage, vous avez un mouvement finalement à effectuer sur la profondeur, à tirer pour compenser l'augmentation du poids par an sur poids. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le nez va s'abaisser. Et bien là, sur les 20 premiers degrés, le nez, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Parce qu'il y a une potence latérale qui se crée sur la bosse, et à ce moment-là, quand vous engagez le virage, il faut commencer par pouvoir pousser très fermement sur le stick, parce que sinon le machin va monter. Et évidemment, dès que vous avez passé de 18 à 20 degrés, le machin il s'écroule complètement, et là ça dégringole dans tous les sens. Donc ça, déjà, le premier virage, vous faites avoir, et ça se passe mal. Tout le monde rigole d'abord, évidemment, parce que les mecs qui s'y attendent, ils ne vous l'ont pas dit, tout le monde attendait le coup, et tout le monde, ils se marrent tous comme des baleines, et vous vous dites, mon Dieu, c'est pas gagné, quoi, l'affaire. Voilà, ça c'est le premier contact avec l'avion. Chacun des 4 avions était un prototype, il faut le comprendre, c'était construit à la main. Les avions étaient faits à la main par les gars Schumacher sur le genou, je veux dire, avec des tas. C'était pas, il y avait rien d'industriel, je veux dire, en production là-dedans. Tous les avions avaient été faits un par un. Il a fallu faire connaissance avec toute la documentation. Gérard Hardy, ingénieur au bureau d'études de Super Guppy de 1989 à 1996. Donc pour ça, j'étais allé. Il y avait déjà une certaine partie de plans qui existaient, mais on a récupéré à Santa Barbara le reste des liasses qui existaient, tous les documents qui existaient. Et donc j'ai été obligé de faire connaissance avec toute cette documentation technique très hétéroclite. Et il y avait des plans de Boeing B-29, il y avait des plans de Tracor ASI qui faisaient la transformation. Nous-mêmes, après du temps d'UTA, UTA avait fait aussi de son époque quelques petites modifications. Donc en fait, il y avait une panoplie de plans qui datait de 1940 jusqu'à 1900, on va dire 80 et quelques, à l'époque où on a construit nos propres Guppy. Donc il a fallu faire connaissance avec tout ça. Patrick Léris. Parmi les paradoxes de cet avion, qui était un avion lent du fait de sa forme aérodynamique, il était quand même limité à vitesse de Mach. Normalement, le Mach, c'est des avions très rapides. Le mur du son, on vole à 0,8-0,9 sur les jets pour approcher le mur du son sans le franchir. Et bien, le Super Guppy qui était lent était quand même limité par le Mach. Pourquoi? Parce que les molécules d'air qui retombaient derrière le fuselage, du fait de cette situation, s'accéléraient et arrivaient au Mach. Il se créait une espèce de barrière sonique qui entraînait des turbulences, voire masquait la gouverne, l'empennage. Donc, de ce fait, ils ont vérifié à quel Mach se produisait le phénomène, et l'avion était limité à Mach 0,413, ce qui est un paradoxe pour un avion qui vole seulement à 250 nœuds. Autre exemple, l'atterrissage. Si vous observez attentivement les vidéos sur le Super Guppy sur YouTube, vous verrez que 95% de l'atterrissage, c'est la roulette de nez qui touche en premier. Et par contre, c'est un défaut, si vous voulez. Et un défaut tel qu'il a entraîné 2 accidents. 2 accidents qui ont eu des conséquences graves. Et Airbus ne pouvait pas supporter de continuer ce genre de méthode. Il y avait un risque pour la rupture définitive des Super Guppy. Donc, mon job après, quand j'étais instructeur, justement, c'était de pousser les pilotes à éviter ce contact, qui était parfois inévitable, parce que l'avion, vraiment, vous regarderez, il approche très à plat. Jean-Luc Soulier. Par exemple, en turbulence forte, on ne pouvait pas le piloter. Les anciens vous disaient non, freeze les commandes, gèle le stick, gèle tout, et n'essaye pas de te battre, parce que tout ce que tu fais, c'est l'agiter un peu plus.
Donc là, il y avait des séquences, par exemple, quand on passait des cisaillements ou des choses comme ça en descente, où bon, on attendait que ça passe, on rentrait la tête dans les épaules et on attendait que ça passe. Ça, c'est pas très rassurant. Il y avait ça qui était quand même quelque chose, il avait quand même des côtés un peu inquiétants, le machin, quand même, de temps en temps. Alors, pas constamment, évidemment, c'était pas un événement dangereux, c'est pas ce que j'ai dit, hein, je ne vais pas dire une chose comme ça, mais quand même, il avait des côtés, je dirais, du pilotage qui était quand même, je dirais, pas habituel, quoi. Son pilotage demandait des efforts musculaires vraiment très importants. Patrick Léris, commandant de bord et instructeur. Sur un vol normal, il fallait les deux mains pour tenir le volant. Panne moteur, il fallait tourner, lâcher, reprendre comme ça et retourner. Panne des deux moteurs, il fallait carrément aller à la butée à l'opposé. Le volant qui est comme ça devenait comme ça. Vous voyez ? Et pareil sur les palonniers, il y avait des efforts très importants. Alors que sur les jets modernes, ça se pilote avec finesse. Ça, c'est un paradoxe de l'avion. Et pourtant, il s'y pilotait très bien. Mais ça demandait des efforts musculaires. On ne pouvait pas toucher aux manettes des gaz, parce qu'on n'avait que deux mains prises par le volant. Il fallait donc demander des puissances, des torques aux mécaniciens navigants. Je disais en approche, par exemple, grosso modo, c'est entre 6 et 7. On disait torque 6, 5, torque 7. Et comme ça, lui, derrière, il ajustait pour garder la vitesse que l'on voulait. Vous voyez ? C'est extrêmement typique du Super Guppy. Jean-Luc Soulier, pilote. Alors, le vent de travers, il faut comprendre, alors surtout sur l'atterrissage, bien sûr, parce qu'au décollage, bon, c'est moins important, vous mettez le stick dans le vent et ça va le faire. Mais à l'atterrissage, par contre, vous devez passer transitoirement par une attaque oblique. Et faire l'attaque oblique avec ce truc-là, même transitoirement, je peux vous garantir que c'est pas garanti. C'est une histoire qui est quand même très très sérieuse. Alors, ce que la hiérarchie considérait, c'est qu'il y avait 8 situations, parce que chaque avion réagissait différemment et chaque côté de chaque avion réagissait différemment. Donc il y avait 8 configurations possibles. Et finalement, ce qu'il voulait de vous, c'est que vous ayez toutes vues à un moment ou à un autre, et il ne vous estimait opérationnel que quand vous aviez vu toutes les configurations, et ça prenait en moyenne 2 ans. Ce que moi je garderai comme souvenir dans ma mémoire, qui revient de temps en temps, ce sont les approches par mauvais temps. Parce qu'une approche, par exemple, de nuit par mauvais temps dans les régions du nord de l'Europe, avec des vents très forts, des averses de neige, de pluie, de grêle mélangées, c'était un combat. Un combat collectif. Copilote, mécanicien navigant, commandant de bord, il y avait une bagarre là pour garder l'avion sur la trajectoire, le poser, rentrer au parking. Et le soir, quand tout était terminé, c'était un plaisir personnel de revivre ça. Un peu comme l'ouvrier qui a fini son mur et qui le regarde bien droit, bien net, qui rentre chez lui satisfait de son travail. Vous voyez ? Et ça, c'est un plaisir sur l'instant et même à mémoire. Ça reste un plaisir. Un jour, donc avant mon arrivée, il y a eu un vol de mouette qui a arrêté un moteur et qui a fortement dégradé la puissance de l'autre du même côté, sur le même bord, à Saint-Nazaire. Et donc, du coup, en qualif et en renouvellement, on avait systématiquement l'exercice des deux arrêtés du même bord. Alors, on en passait un en drapeau et il y en a un qui était mis en transparence. Ça, je peux vous dire que même à deux, c'était compliqué. L'effort à faire sur le palonnier à deux dessus, hein, pour arriver à tenir le machin droit à une trajectoire à peu près rectiligne, ça, c'était quelque chose qui était moins athlétique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont au départ pas trop renoncé ou refusé de prendre des filles, mais la seule qu'ils ont essayé d'embaucher, elle n'a jamais réussi à passer la qualif à cause de ça. Elle ne pouvait pas, elle n'était pas assez forte, hein, tout simplement. Elle n'a tout simplement la puissance musculaire pour le faire. C'est aussi bête que ça. Une fois arrivé à Neubiberg, tempête de neige, procédure ADS parce qu'il n'y a pas d'ILS, remise de gaz au minima. On a vu la piste un instant, mais c'était trop tard pour s'y poser. L'examinateur m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que c'était un coup de chance si on avait vu la piste et que non, je ne referais pas de deuxième procédure. Déroutement sur Munich et là, sortie du train, panne de train. À l'époque, c'était relativement fréquent. Au bout de quelques années, ils ont trouvé la solution. Mais à l'époque, une jambe de train restait bloquée. Donc dans ce cas-là, le mécanicien dépressurisait le cockpit, nous quittait. Avec un casque radio, il descendait dans le cargo. Daniel Coste,
officier mécanicien navigant sur Super Guppy de 1981 à 1983. Dans la partie avant, il passait en rampant sous le plan central. Il se retrouvait donc derrière l'aile au niveau du bord de fuite. Et à cet endroit-là, à gauche et à droite, il y avait 2 postes de manœuvre manuels, un par demi-train. Donc, on branchait le casque radio sur la prise qui était donc placée au bon endroit, ce qui permettait de communiquer avec les pilotes. Et on commençait la manœuvre checklist à la main. C'est-à-dire largage du train position haute, mise en place de la manivelle. Et là, en principe, comme je viens de vous l'expliquer, la gravité avait fait la majeure partie du boulot et il suffisait de terminer jusqu'au verrouillage, c'est-à-dire aller au point dur. Il n'y avait pas de commande de verrouillage particulière, c'était au point dur. Et si j'ai bonne mémoire, la doc disait que la totalité du mouvement de la jambe de train nécessitait 496 tours de manivelle. Ça, c'est un chiffre que j'ai retenu. Patrick Léris. Et nous, on surveillait ça et on voyait la lumière verte qui s'allumait. On lui disait c'est bon, c'est verrouillé. Daniel Coste. À partir de là, c'était gagné. On pouvait raccrocher la manivelle, débrancher le casque, faire chemin inverse et ramper sous le plan central, remonter au poste et reprendre l'approche. Donc, quand il y en avait un, ça allait. C'était une histoire de 10 minutes. Si les deux restaient en haut, ça devenait compliqué. Ça devenait laborieux, disons. Mais moi, je l'ai fait en réel, au moins, pour être franc, j'ai dû le faire 3 fois le même jour. Ce qui, on peut le dire, parce qu'il y a prescription aujourd'hui, était interdit, puisque dès l'instant où il y a eu une manœuvre de secours, il fallait que la maintenance passe derrière nous et vérifie un certain nombre de choses. Mais on n'a pas eu le temps. Gérard Hardy, ingénieur au bureau d'études. Alors, compte tenu de son âge avancé, parce qu'en fait, quand on a transformé les avions, c'était des avions civils ou militaires qui avaient dans les 30 000 heures de vol, quand on les a mis à la retraite chez Airbus, on leur avait fait faire 15 000 heures de plus. Donc, ça faisait des machines qui avaient 45 000 heures de vol. Sur des technologies basiques de 1940 et quelques, donc les Boeing 377 étaient exploités aux alentours des années 50, fin 49-50. Donc vous voyez un petit peu le vieillissement que ça sous-entend. Et donc fatalement, il y avait forcément quelques défaillances sur des dispositifs. Et l'avion avait systématiquement une panne, alors pas forcément catastrophique, pas forcément grave. Alors, il y avait des pannes très simples comme une gouttière de pare-brise qui faisait tomber une goutte d'eau sur l'interrupteur de communication, ce qu'on appelle le push-to-talk du manche à balai, et donc ça faisait court-circuit, et donc la radio ne marchait pas bien. Donc il a fallu, pour ça, il fallait faire l'étanchéité du pare-brise supérieur, et le Guppy était vitré de partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son image. Donc ça faisait beaucoup de travail, il fallait re-rentrer en chantier. Donc temporairement, on a trouvé la solution en mettant des morceaux de gants de ménage, des gants à pas, on coupait le doigt pour mettre par-dessus l'interrupteur pour éviter le court-circuit avec l'eau, jusqu'à ce que l'avion puisse rentrer quelques jours après en chantier pour d'autres réparations. Il y a eu aussi des incidents dus à l'exploitation, c'est-à-dire par exemple un jour d'ouverture de la pointe avant par un vent un petit peu plus fort que d'habitude, la pointe avant, ce qui pivotait autour d'un axe sur le fuselage, c'est carrément couché. Donc la pointe avant, je rappelle, il y avait tout le cockpit, le train avant, tout ça s'est couché sur le nez et a arraché un petit peu la fibre. Donc il n'y avait pas que le vieillissement, il y avait d'autres soucis quelquefois. Patrick Léris, commandant de bord et instructeur. C'est un avion qui avait un centrage longitudinal pour la stabilité longitudinale classique, et puis il s'était rendu compte dans les virages que l'avion avait tendance à basculer dans le virage. Donc évidemment, les premiers pilotes qui ont vu ça, ils ont récupéré ça aussitôt, mais c'était inquiétant. Et ils ont découvert qu'en fait, le centre de gravité, la charge étant très haute, le centre de gravité très haut, ça entraînait un basculement. Donc à partir de là, ils ont fait une étude et on avait des courbes de centrage vertical. C'est-à-dire qu'au décollage, avant le décollage, on vérifiait centrage longitudinal, comme tous les avions, et aussi centrage vertical. Des fois, il fallait mettre une gueuse de 2 tonnes ou 2 tonnes 5
pour rabaisser le centrage. Gérard Hardy. Donc, lorsque Airbus a continué le développement de ces avions, les charges qu'on devait transporter ont aussi évolué. Et on est allé notamment porter des ailes qui étaient beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses que les précédentes. Et on s'est retrouvé donc avec la nécessité de faire remonter le centre de gravité vertical. Or, ce centre de gravité avait été déjà déterminé par des essais successifs, à la fois par l'avionneur du départ, c'est-à-dire ASI, mais également chez UTA, il y a eu des essais, des mesures faites. Et là, il fallait élargir le domaine, c'est-à-dire qu'il fallait encore remonter ce centre de gravité. Donc, on a fait des essais en vol qui permettaient, avec un système de gueuses de plomb qu'on remontait au fur et à mesure, qui permettait de dire au pilote, ben là, on atteint la limite, il ne faut pas dépasser tant de degrés d'inclinaison avec telle hauteur de centre de gravité verticale. Voilà. Alors, lorsqu'il a fallu faire des gueuses en plomb, il fallait beaucoup de plomb et donc j'avais acheté un peu tout un tas de vieilles batteries chez les casseurs de la région toulousaine pour fondre le plomb et pour faire ces gueuses qui a été remontées dans un système qui existait déjà, qu'on avait déjà adopté. Jean-Luc Soulier, pilote. On ne peut pas ne pas être marqué par une machine comme celle-là et par en plus le boulot qu'on a fait, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, on était finalement 24 personnes, alors ça faisait 23 postes parce que les chefs avaient un demi-poste, donc à 23 postes, on passait tout le système industriel entre les mains. Tout nous passait entre les mains. Il n'y avait pas comme il y a eu pendant la 380 de système alternatif, et c'est redevenu comme ça maintenant, tout passe par le pont aérien. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui vous marque, je veux dire, on ne peut pas ne pas être marqué par quelque chose comme ça, quoi. Et en plus, l'avion lui-même, quand même, était tellement atypique, et tellement, je dirais, atypique, et puis spectaculaire, quoi. On peut être que marqué par une machine comme celle-là. Je veux dire, quelqu'un qui dirait le contraire, à mon avis, serait un menteur. Gérard Hardy. Alors, c'est un attachement très très fort, comme je vous l'ai dit, donc les équipages et les mécanos ont suivi l'avion, pour leur grande majorité. Et j'ai découvert après que, effectivement, moi aussi, j'avais attrapé le virus du Guppy et que non seulement on est obligé d'être attaché à cet avion parce que c'est la clé de voûte et le tendon d'Achille de la chaîne de production d'Airbus. D'ailleurs, sans Guppy, il n'y avait pas d'Airbus produit, mais également on faisait un peu une famille où on était tous solidaires. Les mécanos avaient une difficulté, j'étais chargé de les aider, il fallait approvisionner des pièces, donc c'était à chaque fois un petit peu le challenge permanent tous les jours, c'était un petit peu le défi à relever. Patrick Léris. Et sur le Guppy, ça m'a permis, parce que c'était un avion pas ordinaire, qui volait dans des conditions météorologiques souvent difficiles au nord de l'Europe, avec un avion qui connaissait pas mal de pannes, ça permet au commandant de bord de rentrer à fond dans ce métier d'autorité, de gestion de l'équipage, de gestion de l'avion, de gestion de la mission. Globalement, ça a été une époque formidable.